Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Et comme je l'ai dit précédemment, samedi dernier, dans le point sur l'Ukraine, première partie, parce que là vous êtes en train de regarder la deuxième partie, pour les auditeurs de YouTube, eh bien, vérifiez que vous êtes toujours bien abonné, puisque YouTube a tendance à désabonner mes abonnés. Donc vérifiez que vous êtes toujours abonné et que vous êtes bien notifié quand je fais de nouvelles vidéos. Voilà. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 22 juillet 2024, deuxième partie, donc, avec comme titre principal, eh bien, on va avoir une nouvelle guerre froide. Et oui, et cette nouvelle guerre froide va être initiée par l'OTAN et avec en locomotive l'Allemagne, puisque l'Allemagne vient de décider qu'elle se préparait à ce que l'OTAN ait 800 000 soldats pour combattre la Russie dans un futur proche ou à moyen terme. 800 000 soldats, hein. Donc ça fait suite à ce que disait Jens Stoltenberg, parce qu'évidemment, rien ne peut se faire sans l'OTAN, donc les États-Unis. Donc Jens Stoltenberg, qui il y a quelques mois nous disait qu'il préparait 300 000 hommes, ensuite 500 000 hommes. Et là, on a une annonce de l'Allemagne donc qui a pris le relais du va-t-en-guerre Macron, puisque Macron voulait déployer des troupes en Ukraine. Et bien là, c'est l'Allemagne qui cette fois prend le relais et la France qui se tait. Voilà. Et donc 800 000 hommes pour contrer la future invasion russe en Europe. Et à cela s'ajoute le fait que les États-Unis veulent déployer des missiles longue portée en Allemagne d'ici 2026, sans compter en plus les pays baltes et la Pologne qui sont portés volontaires pour abriter chez eux des missiles nucléaires pointés vers la Russie. Voilà. Et tout ça de manière concomitante. Alors, tout ça est extrêmement dangereux et moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Alors, pour ceux qui, comme moi, aiment bien l'histoire, ça me rappelle l'année 1983, du temps de Reagan et de Yuri Andropov, où à cette époque-là, il y avait eu une sorte de seconde crise missile de Cuba, si vous me permettez cette expression, puisque dans cette année 1983, il y a Reagan qui prévoyait un exercice entre guillemets nucléaire en Europe énorme, qui s'appelait Archer 83. Et Abler Archer 83, donc, qui était le nom de code de cet énorme exercice militaire nucléaire en Europe, où les États-Unis voulaient déployer des Pershing 2 un peu partout. Et Yuri Andropov, à cette époque-là, avait dit: ah bah vous faites ça, bah d'accord, nous on va déployer des SS-20, voilà, en réponse. Et il y a eu une escalade terrible, donc à cette époque-là, pour les plus vieux, peut-être qu'ils s'en souviendront, à cette époque-là, c'était une peur qui était exactement comme la crise des missiles de Cuba, pareil. Sauf que ce que les gens ignoraient à cette époque, c'est que pendant la crise de Cuba, les États-Unis étaient en DEFCON 2, alors que lors de la crise de 1983, les États-Unis sont passés en DEFCON 1, c'est-à-dire l'alerte nucléaire la plus élevée. Alors que ça soit pour une attaque ou pour une défense, hein. Donc ils étaient passés en DEFCON 1 en 1983, alors que la crise de Cuba, ils n'étaient qu'en DEFCON 2. Imaginez-vous. Donc à cette époque-là, l'Union soviétique a pris peur et il y a eu une escalade soudaine internationale qui a créé une peur dans le monde entier. Et au final, c'est Yuri Andropov
encore. Donc c'est-à-dire c'est les Russes qui, eux, ont dit, bon, d'accord, on va se calmer. Et au final, Reagan a dit, bon, d'accord, ok, on va se calmer aussi. Alors, apparemment, d'après les dires des États-Unis après la crise, c'est que maintenant, on n'était pas vraiment sérieux, on voulait pas vraiment déployer de vrais Pershing 2 partout en Europe, mais non, ce n'était qu'un exercice. Bon, les Américains se sont défendus comme ça, parce que, évidemment, à cette époque-là, bah, tout le monde accusait les Américains, parce que c'était eux en premier qui avaient fait le mouvement, exactement comme dans la crise à Cuba, hein. Parce que je vous rappelle que la crise à Cuba, ça a commencé comment? Bah, ça a commencé quand les États-Unis ont déployé des missiles nucléaires en Italie et en Turquie pointés vers la Russie. Et à cette époque-là, bah, la Russie avait dit, ah d'accord, vous voulez jouer comme ça, eh bien moi je vais déployer des missiles à Cuba. Donc c'est toujours les Américains qui démarrent, vous notez. Et là, pareil, on va avoir une troisième crise. Les Américains vont enclencher encore une guerre froide. Cette fois, non pas avec des Pershing 2, mais avec d'autres missiles. Et puis voilà, après on va voir comment ça va se terminer. Mais en tous les cas, les Russes disent que ça y est, les Américains déclenchent une nouvelle guerre froide qui peut amener, qui sait, vers une troisième guerre mondiale. Donc on va en parler de ça avec des articles, hein, je ne vais pas tout vous dire là, ce n'est qu'une introduction. Autre grand sujet, on va parler des problèmes d'obus, encore un énième événement concernant les obus otaniens qui sont non seulement défectueux, mais en nombre bien plus petit que ce qu'on vous dit dans les médias. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Bah parce que Reuters a décidé de faire un énorme article qui fait le point. Inutile de vous dire que l'article est catastrophique et qui donc confirme tout ce que je vous disais dans les points sur l'Ukraine depuis plus d'un an et demi. Tout est confirmé, mais par un des plus grands journaux internationaux. On parle de Reuters qui fait un énorme article à charge contre les États-Unis. Imaginez-vous, pour qu'il fasse ça, imaginez-vous à quel point c'est grave. Donc on va en regarder cet article, bien entendu, on va pas tout regarder parce qu'il est beaucoup trop long, mais on va regarder ça ensemble et vous aurez mon analyse. Vous allez voir. Ensuite, on va parler d'un nouveau drone qui semble omniprésent sur le front, particulièrement sur le front sud, le Supercam S350. Donc ça a été dévoilé par Newsweek et qui fait très peur aux Ukrainiens, puisque apparemment, alors là je parle des drones en général, là dans les rapports ukrainiens que j'ai lus, c'est quand des troupes ukrainiennes, pas tout le temps mais souvent, étaient repérées par un drone, presque instantanément, donc quelques secondes après, l'artillerie les visait. Donc tout ça est extrêmement inquiétant côté ukrainien. Donc on va parler de ça avec cet article de Newsweek. Et on va aussi parler de la nouvelle bombe planante Fab 3000 qui a été employée pour la première fois sur Lipsy et qui avait détruit un énorme immeuble avec plusieurs centaines de soldats otaniens, c'est-à-dire des mercenaires otaniens. Donc ça date d'un moment. Maintenant, je vous en avais parlé dans un point sur l'Ukraine. Et on va faire l'analyse de cette Fab 3000, effrayante Fab 3000. Est-ce que vraiment cela va donner un avantage aux Russes? Vous allez avoir mon analyse et vous allez être surpris. Voilà, et d'autres informations diverses, bien sûr. Donc comme ça, c'est la deuxième partie du point sur l'Ukraine. Il n'y aura pas de carte militaire, mais juste une conclusion après les informations générales. Voilà, commençons. Alors on va commencer par un article de Newsweek qui nous dit: un allié de l'OTAN élabore un plan pour déployer 800 000 soldats contre la Russie. Alors l'allié de l'OTAN, c'est l'Allemagne.
L'Allemagne élabore des plans pour garantir que des centaines de milliers de soldats puissent se déplacer le long d'une autoroute traversant une grande partie du pays en cas de guerre avec la Russie, a rapporté l'un des principaux journaux nationaux. Der Spiegel a rapporté, citant un document secret obtenu par le journal, que Berlin s'attend à ce que quelques 800 000 soldats allemands et alliés de l'OTAN utilisent ces ports, ces autoroutes, ces voies ferrées pour se diriger vers l'Est si l'affrontement qui couvre entre l'Occident et la Russie s'envenime dans un avenir proche. Alors, il prévoit tout. Alors, on va pas tout vous lire. Je vais pas vous lire tout l'article. Mais en gros, il prévoit sur cette autoroute tous les 300 à 500 mètres qui est un hôtel qui permettra d'héberger tous les soldats, de les armer, et tous les 300 à 500 mètres. Hein. Bah oui, pour 800 000 soldats, alors dans l'article, il dit bah faut bien les nourrir, les loger et les équiper. Voilà, donc il y a toute une logistique qui devrait être mise en branle, donc toute une logistique à concevoir, à construire. Par contre, dans cet article, ce qui est drôle, c'est qu'on ne dit pas dans combien de temps ce sera prêt, et surtout combien cela coûtera-t-il. Parce que moi, j'ai entendu il y a peu Ursula von der Leyen qu'il va falloir entre 400 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine, hein, que c'était prévu. Puis alors maintenant qu'elle a été renommée par la mafia de l'Union européenne, malgré sa condamnation pour corruption et malversation, etc., etc., eh bien, elle a quand même été renommée, hein, réélue entre guillemets. Hein. Donc, vous voyez la mafia de l'Union européenne. Alors moi, je vois ça, et je vois 800 000 soldats, toute une logistique qu'il faudra faire, qu'il faudra payer. Voilà, c'est l'OTAN. Qui va payer? Les contribuables européens, bien évidemment. Alors là, on a un article de Politico. L'Allemagne doit être prête à la guerre d'ici 2029, prévient le ministre de la Défense. Alors, il ne faut pas croire que Poutine s'arrêtera aux frontières de l'Ukraine, affirme Boris Pistorius. C'est lui, Boris Pistorius, c'est le ministre de la Défense allemand. Donc il prévoit, c'est précis, hein, attention, hein, c'est comme ils avaient une boule de cristal. En 2029, il faut être prêt, parce que nous, on estime, quand vous lisez l'article, hein, c'est ça, hein, ils estiment que vers 2029, il est probable que, après l'Ukraine, la Russie vienne s'attaquer à l'Allemagne. Et en fait, quand je dis l'Allemagne, à toute l'Europe, hein, c'est-à-dire d'abord les pays baltes, d'après eux, à la Pologne, la Roumanie, et ensuite ils fileront vers l'Allemagne, en premier. Hein. Parce que Pistorius a dit que comme l'Allemagne était vue comme le premier État entre guillemets vassal des États-Unis, eh bien il prévoit que c'est l'Allemagne qui paiera les pots cassés en premier. Je parle parmi les grands pays, hein, c'est-à-dire Allemagne, Espagne, France, Angleterre. C'est l'Allemagne qui sera la première cible, le premier grand pays que la Russie voudra envahir après les petits pays entre guillemets. Ils sont très forts, les Allemands. Donc voilà, donc il y a des menaces russes croissantes, blablabla. Bref, on vous prépare déjà. C'est un peu comme la pandémie Covid, etc. On vous prépare psychologiquement et puis après, vous savez ce qui s'est passé durant le Covid. Là, c'est pareil. Là, on vous prépare psychologiquement du fait que la Russie va envahir l'Europe. Donc, on vous prépare psychologiquement à l'image de Van der Leyen qui nous a préparé psychologiquement qu'il fallait mettre la main à la poche pour reconstruire l'Ukraine. Là, on vous prépare psychologiquement comme quoi il va falloir mettre la main à la poche pour faire une énorme armée otanienne au sein de l'Europe pour contrer la Russie. Et oui. Alors pourquoi tout d'un coup l'OTAN côté européen fait ça? C'est parce qu'il se prépare à l'arrivée de Trump au pouvoir et donc à l'arrêt de la participation états-unienne. Donc il faut des moyens logistiques et financiers pour compenser la perte des États-Unis en 2025. Voilà.
Donc il prépare tout à l'avance. Donc comme il se doute que Trump va être réélu, eh bien voilà, il se prépare. Donc évidemment, c'est une véritable catastrophe, comme je vous l'ai déjà dit, puisque bien entendu, les Russes, eux, vont pas rester sans rien faire. Et si l'Europe se prépare à la guerre en mettant des missiles nucléaires, des missiles longue portée, 800 000 soldats à la frontière avec la Russie, eh bien la Russie va pas être en reste. Et là, par exemple, on a le New York Times qui nous dit la Russie promet une réponse militaire au déploiement de missiles américains en Allemagne. Les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé des déploiements épisodiques de missiles américains à longue portée en Allemagne à partir de 2026. Et voilà. Et la Russie a promis une réponse. Et c'est l'escalade classique. Donc on en revient à une future guerre froide qui est annoncée et apparemment c'est gravé dans le marbre. Il y aura une guerre froide, que vous le vouliez ou non. Voilà. Et c'est toujours les Américains qui démarrent cela, hein. Parce que là, dans les grands journaux, on vous parle de l'Allemagne qui devient fou de guerre, mais non, non, c'est les États-Unis qui décident de ce que l'Allemagne fait, comme d'habitude, bien sûr. Alors là maintenant on va regarder l'énorme article de Reuters qui fait je ne sais pas combien de pages. On va pas tout regarder bien évidemment, ça prendrait une bonne demi-heure rien que pour cet article. Et là que lit-on? Des années d'erreurs de calcul de la part des États-Unis et de l'OTAN ont conduit à une grave pénurie d'obus en Ukraine. Depuis que la Russie s'est emparée de la Crimée en 2014, les dirigeants politiques américains et européens ont systématiquement omis de tenir compte des avertissements concernant l'état pitoyable de l'industrie occidentale des munitions. Résultat, l'Ukraine n'est plus en mesure de fournir une arme essentielle à son pays et la situation militaire bascule en faveur de la Russie. Alors l'article, juste pour vous donner une idée de sa longueur, voilà l'article. Énorme, absolument énorme. Donc voilà, ça c'est tout l'article, il semble sans fin. Alors on va pas tout lire, mais juste des trucs un peu prépondérants et je vous résume vite fait. Donc l'agence Reuters a interrogé des dizaines de responsables militaires actuels et anciens des États-Unis, de l'Ukraine et de l'OTAN et a examiné des milliers de pages de notes d'informations confidentielles de l'armée américaine, de documents publics et d'autres dossiers internes. Le rapport a révélé que la production d'obus de 155 mm a chuté de manière si spectaculaire que de l'été 2014 à l'automne 2015, les États-Unis n'ont ajouté aucun nouvel obus à leur stock. Des défauts de fabrication et de manquements aux règles de sécurité ont entraîné des arrêts répétés des chaînes de production. La découverte en 2021 de fissures dans les coques a réduit de moitié la capacité de production pendant des mois. Alors ça explique le fait que les Ukrainiens aient tant de problèmes avec les obus otaniens qui sont de très mauvaise qualité. Parce qu'évidemment, ceux qui avaient des défauts de fabrication n'ont pas été jetés à la poubelle, ils ont été stockés. Et ce sont ces obus qui ont été donnés aux Ukrainiens. Alors, évidemment qu'une partie, hein, bien entendu, hein, tous les obus ukrainiens ne sont pas défectueux, loin de là, hein. C'est une partie. Par contre, je ne pourrais pas vous dire combien. Mais ça explique le fait que les obus otaniens explosent précocement, n'explosent pas ou en retard. Hein, je vous rappelle que ça a blessé plusieurs soldats ukrainiens. Évidemment, on ne nous dit pas tout, hein, parce que ça, c'est les Ukrainiens qui ont révélé ça. Imaginez-vous en réalité la vérité. À mon avis, ils ont dû minimiser, bien entendu. La décision des États-Unis de changer le type d'explosif utilisé dans ces obus n'a pas aidé l'effort de guerre et jusqu'à présent a été un échec coûteux. L'armée a dépensé 147 millions de dollars pour une installation qu'elle n'utilise pas. Voilà, donc ils font une nouvelle usine qui vont utiliser un nouvel explosif, ça a coûté 147 millions de dollars et au final ils l'ont pas utilisé.
Le projet de remplacement d'une usine vétuste en Virginie qui produisait le carburant nécessaire au lancement des obus a pris 10 ans de retard et son prix a presque doublé. Ce retard a créé une plus grande dépendance des États-Unis aux matières premières étrangères qu'on ne le pense publiquement. Alors là, c'est pas dit là, mais quand on lit l'article, en fait, l'ironie de l'histoire, c'est que en fait, les États-Unis, pour faire l'objet qui permet de propulser l'obus, vous savez, c'est cette espèce de paquet blanc qu'on met derrière l'obus pour qu'il soit expulsé, eh bien on apprend dans l'article que en fait les États-Unis achètent cela à la Chine et à l'Inde. C'est à mourir de rire. Et un petit peu à l'Allemagne. Un petit peu à l'Allemagne. Vous voyez comment c'est la situation est ironique. Un document interne de l'armée américaine datant de 2021 détaille les dépendances étrangères concernant au moins une douzaine de produits chimiques fabriqués en Chine et en Inde, pays ayant des liens commerciaux étroits avec la Russie. Ce qui est particulièrement ironique, c'est que le plan américain d'avant-guerre pour s'approvisionner en TNT explosif à l'étranger incluait des contrats avec une usine de l'Est de l'Ukraine. Or, cette usine a été saisie par la Russie au début de la guerre. Vous voyez? Donc voilà, là c'est la production d'obus aux États-Unis. Et on apprend qu'en 2024, là, il y a 36 000 obus produits par mois par les États-Unis, mais que ce n'est qu'une annonce. C'est ce qu'ils espèrent atteindre en 2024, et non pas la production réelle d'obus par mois par les États-Unis. Alors je vous ai montré la taille de l'article qui est absolument faramineux. Alors eux, ils ont été vraiment dans le détail. Je vais pas tout vous lire. Ah bah là c'est le sachet blanc là dont je vous parlais qui propulse l'obus. Vous voyez là on a une vue parfaite d'un obus de 155 mm. Mais bref, vous voyez c'est une véritable catastrophe. Et moi qui vous parle précisément des obus depuis 1 an et demi, qui vous disait tous les problèmes de fabrication, de fiabilité et surtout de quantité, eh bien, c'est bien pire que ce que l'on pensait, bien pire. Et maintenant, vous comprenez pourquoi maintenant l'OTAN est obligée de fabriquer des obus avec des culots en plastique, comme je vous l'ai montré dans le point sur l'Ukraine du 20 juillet de ce samedi. Alors, ils font des culots en plastique parce que c'est pour faire une adaptation en grattant tous les obus de 152 mm du monde, tout ce qu'ils peuvent gratter. Ils font des culots en plastique pour les adapter aux obusiers otaniens de 155 mm et ça se bloque des fois dans le canon, comme on l'a vu samedi dernier. Donc on en est là, hein. On en est là, hein. Donc c'est une pure catastrophe. Alors, et moi, je vous avais dit dans de plus anciens points sur l'Ukraine, si vous vous en souvenez, pour les assidus tout moins, pour les nouveaux, vous allez l'apprendre. Mais en plus de ces problèmes de construction d'usines, du fait qu'il y a une lenteur administrative énorme, qu'ils n'ont pas les budgets parce que c'est fait par des sociétés privées qui veulent un retour sur investissement et l'Amérique, quoi, l'État leur promet des retours sur investissement que l'État va acheter, mais les investisseurs privés disent non, 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 apparemment Trump va être au pouvoir, il va arrêter les investissements pour l'Ukraine, donc il y aura plus d'obus qui va être donné à l'Ukraine, donc nous, on ne veut pas investir. Donc les États-Unis sont bloqués en plus là-dessus. C'est dit hein, quand même, ils ont l'honnêteté, Reuters a l'honnêteté de le préciser cela. Mais voilà, donc il y a ce problème-là et il y a les problèmes de recrutement. Parce que comme ils ne fabriquaient quasiment plus d'obus, hein, ils en fabriquaient toujours, hein, mais du style 2000 par mois à peu près, et bien comme ils n'en fabriquaient plus, ils ont perdu la main-d'œuvre, ils ont perdu le savoir-faire. Donc là maintenant, ils ont les plus grandes difficultés à recruter.
parce que c'est très long à former un technicien qui fabrique des obus, c'est des mois de formation. Et bon, bah, ils ont énormément de mal à recruter. Donc tous ces facteurs-là fait qu'ils ont énormément de retard et que c'est une véritable catastrophe pour les obus. Alors ça, c'est aux États-Unis. Eh bien, en Europe, on fait face exactement à la même problématique que les États-Unis. Voilà, c'est strictement les mêmes problèmes. Alors maintenant, nous verrons s'ils mettent vraiment les moyens et si politiquement ils sont vraiment très sérieux dedans pour investir de manière colossale bah, dans les usines, dans le recrutement, dans les matières premières, etc. Mais de toute manière, même s'ils sont vraiment sérieux, qu'ils s'y mettent vraiment et qu'on mette les subsides nécessaires, eh bien de toute manière, ça prendra plusieurs années avant d'atteindre un seuil, on va dire, adéquat de production d'obus. Donc évidemment, la guerre en Ukraine sera finie depuis bien longtemps quand l'Europe et les États-Unis seront vraiment prêts. Et enfin, ce seront mes derniers mots. Inutile de vous dire que la Russie, elle, a tout sur place au niveau des matières premières et fabrique tout sur place. Elle n'a pas besoin de demander à un tiers pour telle fabrication ou telle fabrication. Tout se fait en Russie. Ne l'oublions pas. Alors là, on va voir un article de Newsweek qui nous dit des drones espions russes ciblant les HIMARS ukrainiens freinent les attaques en Crimée. Alors je rappelle que les HIMARS, c'est le lanceur de roquettes américain qui est un des plus utilisés en Ukraine. Donc c'est le lanceur de roquettes le plus important en Ukraine, pour les Ukrainiens tout du moins. Et là, que nous dit-on? On va pas lire tout l'article parce que c'est trop long. Kiev a diminué le nombre de ses attaques de missiles sur la Crimée parce que les drones russes permettent à Moscou de repérer l'artillerie ukrainienne comme le HIMARS fourni par les États-Unis. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a les drones russes qui sont vraiment partout sur le front. Ils repèrent l'artillerie et dès qu'ils le repèrent, hop, il y a soit bah, l'artillerie russe qui bombarde juste après, ou soit un missile ou un drone suicide russe qui tombe sur cette artillerie, c'est-à-dire là, pour le coup, on parle des HIMARS. Alors, quand on lit l'article, on apprend qu'il y a un nouveau drone qui fait très mal à l'Ukraine et qui terrifie les soldats ukrainiens, c'est le Supercam S350. Alors voici le Supercam S350 donné par Newsweek. Donc il fait peur aux Ukrainiens parce qu'il peut rester en l'air plus de 4 heures. Il a une portée de plus ou moins 240 km et il peut voler à haute altitude éventuellement. Donc, et comme il y en a surtout beaucoup, eh bien ce drone de reconnaissance et de ciblage bah, permet presque instantanément à l'artillerie russe, par exemple, mais aussi aux missiles russes, bah, de frapper une cible dès qu'elle est repérée par ce drone-là. Et c'est presque instantané. C'est pour ça que ça terrifie les Ukrainiens, qu'ils le disent. Hein. Je vous ai montré une vidéo samedi dernier où l'artilleur ukrainien disait qu'il était terrifié par les drones russes parce que dès qu'ils étaient repérés, l'instant d'après, ils recevaient un obus. Donc vraiment, ça peut changer la donne côté russe. Alors évidemment, les Ukrainiens essayent de faire pareil, mais malheureusement, les Ukrainiens ont très peu de drones comparés aux Russes. Et il ne faut pas oublier une chose qui est vitale, à savoir, c'est que les Russes font de la guerre électronique. Ils font un brouillage électronique qui fait tomber presque tous les drones ukrainiens dès qu'un drone ukrainien s'approche d'un émetteur. Donc c'est très grave parce qu'au final, la guerre des drones elle a été perdue par les Ukrainiens. Il y a de cela un bon moment déjà. Hein. Ils avaient perdu cette guerre déjà l'année dernière, hein, quand les Russes ont déployé leur formidable puissance de brouillage électronique.
Alors là, on va voir une vidéo courte du ministère de la Défense russe qui vous montre qu'ils ont bien réussi à créer la Fab 3000 et qu'elle est fonctionnelle. Donc c'est une bombe planante de 3 tonnes. On va regarder cette courte vidéo et après je vous donne mon analyse. ФАБ-3000 способна поражать очень укреп... Voilà, bon, ça c'était sur la Fab 3000. Alors vous avez vu un Sukhoi 34 qui larguait cette Fab 3000 sur l'IPSI. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense moi de cette Fab 3000? Ben, pour moi, c'est que de l'esbrouf, c'est pour la communication, c'est pour faire peur psychologiquement. Concernant le militaire, pour moi, la Fab 3000 est complètement inutile. Alors déjà, de manière très prosaïque, un Sukhoi 34 peut emporter 3 bombes Fab 1500, donc 3 fois 1500 et il ne peut emporter qu'une seule bombe de Fab 3000. Donc pour moi c'est complètement inefficace côté militaire parce qu'on fait beaucoup plus de dégâts avec 3 bombes Fab 1500 qu'avec une seule Fab 3000. Et ensuite, 3 Fab 1500 en un seul transport permet de cibler 3 cibles éventuellement. Et déjà une bombe planote d'une tonne 5, ça fait des dégâts colossaux. Donc pour moi, c'est plus de la communication, plus pour un effet psychologique plutôt que pour un réel effet d'efficacité sur le terrain. Alors ce n'est que mon avis, peut-être qu'il y a une utilisation de niche qui rend la Fab 3000 bien, mais je vois pas. Donc pour moi, ça valait pas le coup de fabriquer une Fab 3000. Dernier point, évidemment, plus la bombe est grosse et donc lourde, moins elle peut planer loin. Donc d'après ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être, mais la Fab 3000, elle aurait que entre 40 et 45 km de portée par rapport au point de largage. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée sur le plan militaire. Alors peut-être le savaient-ils, mais qu'ils l'ont fait pour le plan de la propagande et de la force psychologique de voir une Fab 3000 en action. C'est peut-être ça aussi. Et dans ces cas-là, ça aurait peut-être son utilité sur le plan médiatique. Mais en tous les cas, vous avez mon avis sur la Fab 3000. Là maintenant, dans les informations diverses, on a un tweet d'un soldat ukrainien qui dit que les orques, c'est-à-dire les Russes, hein, façon de parler, ont capturé 212 de nos garçons vers Kupiansk et Boriv. Donc pourquoi je vous ai montré ça? Et là vous voyez un échantillon de ces 212 Ukrainiens qui ont été capturés. Parce que je vous le dis pas toutes les semaines, parce que ça j'en vois pas tous les jours, mais presque, dans des rapports ukrainiens. Alors moi j'appelle rapport ukrainien un tweet d'un Ukrainien, pour moi c'est un rapport ukrainien, pour information. Bref, quand je lis les rapports ukrainiens, je vois ça très souvent. Très souvent, je vous le dis pas à chaque fois, mais je vous le montre pas à chaque fois, mais par contre je vous le dis de temps en temps que les Ukrainiens se rendent en masse, parce que quand on dit capturer, évidemment, traduction, cela veut dire qu'ils se sont rendus. Hein. Capturés alors que l'Ukrainien se bat toujours,
est obligé de déposer les armes. Non, ça est extrêmement rare. En fait, les Ukrainiens sont capturés quand ils se rendent tout simplement. Alors évidemment, cela arrive côté russe aussi, hein. Il y a des Russes qui se sont rendus, bien sûr, mais infiniment moins que côté ukrainien. Infiniment moins. Donc là, c'est un échantillon que je vous ai donné et qui est parlant. Regardez la tête des prisonniers ukrainiens. Vous voyez qu'il y a un certain âge hein, quand même, hein. Donc là, on va regarder un ancien ambassadeur des États-Unis qui nous dit que faudrait que les Ukrainiens abaissent l'âge au lieu que ça soit de 25 ans. Présentement, il l'avait passé de 27 à 25 ans pour être enrôlé, que ça passe à 18 ans. Écoutons-le. What Ukraine needs to do is to mobilize manpower. This is a war being fought by 40-year-olds. No other war in history has been fought by. Alors là, il dit que l'armée ukrainienne a des combattants de 40 ans. Très exactement, la moyenne dans l'armée ukrainienne, et je l'ai lu de rapports ukrainiens, c'est que il y a presque un an, l'âge moyen était de 43 ans. Là maintenant, c'est passé à 45,2 ans. 45,2 ans, la nouvelle moyenne de l'armée ukrainienne. By 40-year-olds. It's time that Ukraine really have a serious conversation about how. Donc là, il dit, il est temps que les Ukrainiens se rendent compte qu'il faut vraiment aborder ce sujet de manière très sérieuse How important is this war and succeeding in this pour war? qu'ils You can't do arrivent that à gagner just la with guerre. 28, 29 and 30-year-olds. Vous pouvez pas juste faire 28, 27, 25 ans et encore moins avoir des gens qui ont environ 40 ans sur le Let alone terrain. 40-year-olds, which is the average age of the people on the front line. You need to get 18-year-olds and you need to get 20. Vous devez avoir besoin de 18 ans, 20 ans. Mais bon, il a dit 18 ans quand même, hein. 20-year-olds, and you need to get 21-year-olds, which is what every army in the rest of the world C'est ce que relies fait on. toutes les What about, for armées example, Emmanuel dans le monde. Macron's premise that perhaps some NATO countries Voilà, bon, on va s'arrêter là. Donc lui, il voudrait qu'il y ait des jeunes Ukrainiens de 18 ans. Bah lui, il est ancien ambassadeur des États-Unis, lui en tant qu'Américain, il s'en fout de la vie ukrainienne. Et vous voyez euh, ce qu'il dit là, cet homme-là, c'est très représentatif de l'Occident, quoi, de nos gouvernants occidentaux. Vous voyez? Donc là, c'est l'ancien ambassadeur à l'OTAN, en plus, à l'OTAN. Et vous voyez, lui, la vie humaine, il n'en a cure. La vie humaine des autres, hein, surtout, hein, et des Ukrainiens, c'est pas un problème. Ah, pour qu'ils gagnent la guerre, faut qu'ils abaissent l'âge à 18 ans, hein. Ah ouais, ouais, ah oui, alors bah, il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver, hein. Donc vous imaginez à quel point ces gens-là font peu de cas de la vie des Ukrainiens. Ils sont prêts à tuer jusqu'aux derniers Ukrainiens s'ils peuvent affaiblir ne serait-ce qu'un petit peu la Russie. Mais c'est typique de ces gens-là dont la noirceur de leur âme n'a d'égal que leurs actions absolument inhumaines vis-à-vis des Ukrainiens et en plus pour eux rien. Alors là, vous voyez une image absolument terrible, voire même effrayante, qui a été publiée sur X par les forces de défense territoriale ukrainiennes et il montre visiblement une adolescente qui s'occupe des mortiers. Et bien regardez, voilà, apparemment une adolescente. Là vous voyez mieux sur cette image en haute résolution, vous voyez sa boucle d'oreille ici. Donc visiblement une adolescente. Et bien les forces de défense du territoire ukrainien, eh bien ils ont trouvé ça vraiment très bien de montrer ça médiatiquement sur X que regardez, on met des adolescentes pour s'occuper des obus de mortier. Voilà. Vous voyez un peu, on parlait de noirceur de l'âme précédemment. Bah là, vous voyez cette noirceur d'âme du gouvernement ukrainien piloté par les États-Unis, bien entendu, hein, parce que le marionnettiste, il est à Washington, hein. Mais voilà, ils en sont fiers. Ils en sont fiers.
Et cela en dit beaucoup, beaucoup sur l'Occident, parce que tout vient de l'Occident, bien entendu. Vous avez vu cet ex-ambassadeur de l'OTAN qui disait ce serait bien qu'il y ait des soldats de 18 ans qui viennent sur le front, ce serait bien. Vous voyez, que dire de plus? Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien, contrairement à ce que disent les médias, ou tout du moins croient les médias, les 60 milliards par-ci, les 40 milliards par-là, etc., donnés à l'Ukraine, comme je vous l'ai dit à maintes reprises depuis plus de 2 ans, ne vont pas, bien sûr, directement à l'Ukraine. Ils vont au complexe militaire industriel américain, principalement, et aussi un petit peu au complexe militaire industriel en Europe, bien sûr. Mais faut pas oublier que beaucoup de cet argent, en plus, est détourné par la mafia ukrainienne, le gouvernement ukrainien, les seigneurs de guerre, etc., les oligarques ukrainiens, etc. Je vous ai montré plein d'articles qui vous démontrent cela. Et d'ailleurs, la corruption est un problème majeur pour l'Occident et qui empêche et va empêcher l'Ukraine d'accéder à l'OTAN, d'ailleurs, et même à l'Union européenne. Donc tout ça est très problématique. Mais surtout, il ne faut pas oublier que tout cet argent qui, comme je viens de vous le dire, ne va pas directement à l'Ukraine, mais à tous ces industriels de l'armement qui sèment la mort partout dans le monde depuis les années 50, va-t-on dire, eh bien, tout cet argent qui va pas à l'Ukraine, mais on ne comprend pas comment l'Ukraine va faire pour gagner la guerre. Alors évidemment, je rigole en disant ça. Bien sûr que l'Occident a compris depuis très longtemps que l'Ukraine n'allait pas gagner la guerre. Si moi je le sais, tout le monde le sait, bien évidemment. Je suis pas le seul à avoir fait cette analyse, comme vous le savez fort bien. Donc, sachant qu'ils le savent très bien, pourquoi font-ils cela? Ils font cela pour que l'armement des États-Unis et de l'Union européenne, pour que ça devienne des forces armées puissantes, qu'ils fassent peur à Vladimir Poutine, etc. Bref, qu'on les prenne au sérieux militairement, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis, pour qu'on les prenne vraiment au sérieux, eh bien, il va falloir sacrifier l'Ukraine, bien sûr, pour que tout cet argent aille dans les complexes militaires industriels et que pour plus tard, à l'avenir, eh bien, ils puissent au moins être à parité avec la Russie. Voilà ce qu'ils cherchent de faire. Alors évidemment, ils en sont très 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 loin, surtout qu'en plus, il y a un autre facteur qu'ils oublient trop souvent, c'est qu'il y a une coalition, la Russie n'est pas seule. Il y a des pays actifs qui aident la Russie, et non pas des moindres. Je ne vais pas y revenir, je vous en ai parlé déjà trop de fois. Donc en gros, ils font ça pour s'armer eux-mêmes, mais pas pour armer l'Ukraine. Ça, c'est pour calmer les gens, pour calmer les Occidentaux, pour tromper leur monde. Évidemment, il y a une hypocrisie, une mauvaise foi absolument énorme. Par exemple, les 60 milliards, eh bien, l'Ukraine n'en a vu que 8 milliards qui sont prévus à être vraiment donnés à l'Ukraine. 8 milliards, c'est ce que le Congrès a décidé il y a déjà quelques temps. Je vous l'ai dit il y a un mois à peu près, ou un mois et demi. Donc voilà, l'Ukraine pourrait espérer, dans quelques mois, avoir jusqu'au 1er janvier 2025, éventuellement 8 milliards de dollars qui aillent vraiment dans les poches de l'Ukraine. Voilà le planning qui a été prévu. Alors vous imaginez bien 60 milliards, 40 milliards, ça c'est sur du long terme. Et en réalité, la majorité de cet argent, comme vous le savez, parce que je vous l'ai dit à maintes reprises, ira dans les complexes militaires industriels, mais pas directement à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est fini. Et Zelensky lui-même le sait. Je ne vais pas revenir sur toute la première partie du point sur l'Ukraine de samedi, où j'en ai parlé de ça de long en large. Tout le monde sait que l'Ukraine a perdu la guerre. Et Zelensky en premier. Et le général Sierski, le chef d'état-major, lui aussi. N'oublions pas, grâce à une députée, Mariana Bezouglaya, qui fait partie de la Rada,
a dévoilé que Zelensky prévoyait la capitulation de l'Ukraine. Donc tout le monde sait que l'Ukraine est finie. En plus, avec les articles que je vous ai montrés, c'est très clair. Et n'oublions pas cet article de Reuters, qui est très symbolique et très représentatif de ce que je vous dis depuis plus de 2 ans. La réalité, enfin, qui est dite, le mur des réalités qui frappe les médias occidentaux de plein fouet. Et oui, donc ce qui était évident pour les connaisseurs, les médias s'en rendent compte que maintenant. Parce que, bon, bah, tous leurs stratagèmes annexes, les sanctions contre la Russie, affaiblir la Russie, les menaces sur la Chine et l'Inde, toutes ces menaces ont été vaines. Donc là, ils se débattent, ils gesticulent en panique. Mais ils se disent, bah, au moins on a perdu. Bah, quand même, pour les prochaines fois, tout du moins, on va profiter de toute cette manne financière pour armer nos pays afin qu'on soit pris sérieusement militairement par la Russie, la Chine et l'Inde, etc. C'est-à-dire que, en gros, l'Occident devienne une vraie puissance et mais véritable comme la Russie et qu'il n'y ait pas des médias qui, en cherchant dans leur complexe militaire-industriel, trouvent que c'est complètement bidon, que c'est le village Potemkin et qu'en fait, il n'y a rien derrière, ce qui est le cas présentement. Donc là, ils veulent non plus un village Potemkin, mais une vraie puissance occidentale réelle, telle qu'elle l'était dans les années 80, parce que dans les années 80, les pays de l'Union européenne, les États-Unis étaient d'une puissance absolument énorme. Bon, certes, avec l'Union soviétique, bien évidemment, mais il y avait une vraie puissance. La France, dans les années 80, était une véritable puissance qui pouvait vraiment parler sérieusement avec l'Union soviétique, par exemple, à cette époque-là. Et la France était pris au sérieux. Voilà à quoi sert tout cet argent, mais pas pour aider l'Ukraine. Bon, bref, on pourra en parler des heures. Je m'arrête là pour éviter d'être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.